Comment a raisonné un pétrolier protégé par un sous-marin nucléaire russe sans déclencher la Troisième Guerre mondiale? Le 7 janvier 2026, les États-Unis ont trouvé la solution. La cible était le Marine Ra, un navire de la flotte de l'ombre transportant du pétrole vénézuélien, dissimulé derrière un drapeau russe fraîchement peint et escorté par des assaillants. Moscou a tenté de bloquer les gardes-côtes américains, mais la puissance aérienne américaine, britannique et européenne a changé la donne. Ces hélicoptères de pointe, les piquets Poseidon et Seahawk, ont largué un filet de largage de bombes depuis le ciel, ouvrant la voie aux patrouilleurs Monaro pour s'emparer du navire. Voici comment cela s'est passé. Le mercredi 7 janvier 2026 au matin dans l'Atlantique Nord. Une partie d'échec géopolitique s'est transformée en une opération militaire d'envergure. Les États-Unis ont imposé un blocus strict au Venezuela et placé le pétrole de Moscou sous leur protection. Ceci est le premier volet de notre série sur les flottes de l'ombre. L'opération a marqué l'apogée d'une confrontation de plusieurs semaines, imposée par le gouvernement américain. Nouveau blocus total et agressif du Venezuela. La cible est ce navire, initialement baptisé Bello 1, un pétrolier rouillé de 15 ans, identifié par les services de renseignement américains comme appartenant à la flotte de l'ombre. Un réseau de navires utilisé par la Russie, l'Iran et le Venezuela pour transporter du pétrole illicite et contourner les sanctions. Mais quel est le rôle de la Russie? En décembre 2025, le Bello 1 a tenté de forcer le blocus américain près des côtes vénézuéliennes pour charger du pétrole brut. Intercepté par les gardes-côtes américains dans les Caraïbes, le capitaine a refusé de s'arrêter, a désactivé le transpondeur du navire et a pris la fuite en plein Atlantique, déclenchant une poursuite de 6400 km. Quelles tactiques et subterfuges ont-ils employés? Durant sa traversée de l'Atlantique, l'équipage a tenté frénétiquement de modifier l'identité légale du navire pour le rendre intouchable. Ils ont repeint la coque, rebaptisé le navire Marine Ra et hissé le pavillon russe. Moscou a simultanément inscrit le navire à son registre officiel, affirmant que toute attaque contre celui-ci équivalait à une attaque contre la Fédération de Russie. Alors que le pétrolier faisait route vers le passage stratégique entre l'Islande et le Royaume-Uni, la Russie a considérablement intensifié les hostilités. Les services de renseignement ont confirmé que Moscou avait dépêché un sous-marin d'attaque, probablement un redoutable navire de classe Yassine ou Akula, avec l'ordre explicite d'escorter et de protéger le navire. Il s'agissait d'une manœuvre délibérée pour dissuader toute menace dans la zone. En rôdant silencieusement sous les vagues, la Russie espérait contraindre le patrouilleur des gardes-côtes américains à battre en retraite, ce dernier ne disposant pas de l'armement lourd nécessaire pour engager un sous-marin. Pour compliquer encore la situation, la présence de navires de guerre russes a été signalée à proximité, formant un écran défensif qui obligeait les commandants américains à une extrême prudence, conscients qu'un seul faux pas pouvait déclencher une guerre navale accidentelle. Malgré la menace silencieuse qui planait sous les flots, les commandements américains, britanniques et européens ont donné le feu vert pour s'emparer du navire. Leur stratégie était audacieuse. Neutraliser le sous-marin russe. Non pas avec des torpilles, mais grâce à une supériorité aérienne écrasante. En tête de la poursuite en surface se trouvait le Monroe américain, un patrouilleur de classe Legend qui avait approvisionné la Marine Ra pendant des semaines, malgré la houle brutale de l'Atlantique. Mais avant que le Monroe puisse passer à l'action, il fallait sécuriser l'espace aérien. Les forces américaines, appuyées par les forces britanniques, ont investi le secteur, déployant des avions de reconnaissance acoustique pour suivre les sous-marins russes à la trace, tandis que des ravitailleurs KC-135 maintenaient une surveillance aérienne permanente. La Royal Air Force britannique s'est jointe à la traque, déployant des avions de combat interarmés pour neutraliser les communications de Moscou. Le 7 janvier à Dom, le piège s'est refermé. Le système de reconnaissance a efficacement encerclé le sous-marin, signifiant que toute agression entraînerait sa propre destruction. La menace sous-marine neutralisée, le Monaro a réduit la distance. La mer de l'Atlantique étant trop agitée pour les petites embarcations, les opérateurs ont opté pour une descente verticale. Lors d'un assaut de précision, des équipes des forces spéciales ont effectué une descente en rappel depuis des hélicoptères en vol stationnaire directement sur le pont du pétrolier. En quelques minutes, ils ont sécurisé la passerelle, coupé les moteurs et hissé le drapeau américain. Le Marine Ra était à eux. Mais pour bien comprendre la puissance de ces hélicoptères Seahawk et la stratégie qui a guidé les gardes-côtes, il faut se tourner vers l'armée américaine. Nous examinerons également comment les navires amphibies, les destroyers et les drones MQ-9 Reaper opèrent de manière coordonnée pour créer un blocus pétrolier et antidrogue près du Venezuela. Les navires et les destroyers servent de centre de commandement et de plateforme de lancement, déployant des hélicoptères, des missiles surface-surface pour des attaques directes. Parallèlement, les drones MQ-9 Reaper assurent une surveillance aérienne continue et fournissent des renseignements en temps réel, grâce à des capteurs avancés permettant de localiser et de suivre les cibles avec une grande précision. Ces drones peuvent également transporter et lancer des missiles de précision pour frapper les navires. Cette approche intégrée permet une détection rapide, un suivi précis et des frappes multidirectionnelles, combinant la puissance de feu et la mobilité des navires et des hélicoptères avec la portée et l'autonomie accrue des drones. Ensemble,
Ils interceptent et bloquent efficacement les navires transportant du pétrole et de la drogue au Venezuela. Examinons maintenant de plus près la stratégie et le processus de base du lancement des hélicoptères MX-60 Seahawk depuis les navires amphibies. L'opération commence au centre de commandement des navires amphibies, où les renseignements concernant les activités suspectes sont collectés et analysés. Une fois la cible potentielle identifiée, les préparatifs de lancement commencent. Le M60 Seahawk décolle verticalement ou après un court élan depuis le pont d'envol du navire. Ses pales de rotor repliables et sa conception compacte lui permettent d'opérer efficacement dans l'espace restreint disponible à bord. L'hélicoptère monte rapidement à son altitude opérationnelle et se dirige vers la zone d'intérêt, entamant sa recherche de cible. Mais comment procède-t-il? Grâce à des capteurs radars, électro-optiques et infrarouges embarqués de pointe, ainsi qu'à des liaisons de communication avec le navire et d'autres plateformes de reconnaissance, le Seahawk scrute les eaux à la recherche de navires rapides, soupçonnés d'être impliqués dans le trafic de stupéfiants. Il intègre les données de ces capteurs aux renseignements en temps réel, fournis par des drones ou d'autres moyens afin d'optimiser l'acquisition de la cible. Après avoir localisé le bateau des narcoterroristes, le MH60 Seahawk frappe avec précision. Il est armé de missiles GM-114 Hellfire, des armes air surface de pointe conçues pour détruire ou neutraliser gravement les navires ennemis à distance de sécurité. Examinons comment ces armes sont utilisées pour traquer les vedettes rapides. Outre les missiles, le Seahawk est armé de mitrailleuses lourdes, dont la puissante mitrailleuse Gauss 16 de calibre 50, montée de chaque côté de la porte de la cabine. Ces armes fournissent un feu de suppression soutenu, très efficace pour neutraliser les petites embarcations susceptibles d'échapper aux missiles, ou dans les situations où l'utilisation de missiles est impossible. Les mitrailleuses assurent également un tir défensif pour protéger l'hélicoptère, permettant une pression continue sur les navires ennemis lors des opérations d'interdiction. Ensemble, ces armes permettent au M60 Seahawk de mener des frappes rapides et précises contre les embarcations de narcoterroristes, qu'il s'agisse d'engager des cibles avec des missiles Hellfire à longue portée ou d'utiliser des tirs de mitrailleuses de précision à courte portée. Le Seahawk fait preuve d'une polyvalence et d'une supériorité inégalée sur les menaces maritimes et les missions d'interdiction. Mais pourquoi utiliser un hélicoptère Seahawk quand on dispose d'un drone à longue endurance? L'hélicoptère M60 Seahawk présente un avantage significatif dans les missions d'interdiction maritime grâce à ses capacités avancées de lutte anti-sous-marine dont les drones MQ-9 Reaper sont dépourvus. Voici une comparaison détaillée mettant en évidence ces avantages. Avantage du M60 Seahawk en matière de lutte anti-sous-marine. Le Seahawk est équipé d'un système de détection et de suivi sous-marin et peut déployer des sonars pour détecter et suivre les sous-marins. Dès la détection, l'hélicoptère peut lancer une torpille sur la cible. Une fois lancée, la torpille équipée de son propre sonar traque activement le sous-marin jusqu'à neutraliser la menace. Mais comment les forces de surveillance navale et aérienne américaines ont-elles suivi pendant plusieurs semaines un bateau soupçonné de trafic de drogue dans le cadre d'une campagne antidrogue intensifiée dans le sud des Caraïbes? Cet effort de surveillance a combiné plusieurs sources et une surveillance continue par drone pour identifier les activités maritimes liées au narcotrafic et au terrorisme. Le navire observé était un hors-bord à 4 moteurs, un type spécialement conçu pour les opérations de trafic à grande vitesse. Ces embarcations naviguent généralement à des vitesses comprises entre 40 et 60 nœuds, soit environ 46 à 60 000 nautiques par heure. Cela correspond à une vitesse d'environ 74 à 111 km/h en haute mer. Une fois l'embarcation passée des eaux territoriales vénézuéliennes aux eaux internationales, les autorités américaines l'ont formellement identifié comme faisant partie d'une opération de contrebande menée par des narcotrafiquants, vraisemblablement sous l'égide de la tristement célèbre organisation criminelle de Venezuela, Tren de Aragua. Exécution de la frappe. Examinons maintenant en détail le déroulement de la frappe. Le drone MQ-9 Reaper responsable de l'opération a très probablement été déployé depuis une force navale amphibie opérant dans le sud des Caraïbes. Cette force comprenait des navires de guerre et des marines engagés dans des exercices et des missions opérationnelles. Les drones MQ-9 effectuent régulièrement des missions de surveillance et de frappe de précision à partir de ces plateformes. Ces dernières fournissent les capacités de lancement et de commandement nécessaires à ces drones. Le drone MK-9 Reaper a suivi le hors-bord à grande vitesse depuis les airs, transmettant en continu des vidéos haute définition et des données de capteurs au centre de commandement et au coordinateur de frappe au sol ou à bord de navires. Le MQ-9 a un plafond opérationnel maximal de 15 240 mètres et peut patrouiller dans la zone cible jusqu'à 24 heures, ce qui lui confère l'endurance nécessaire pour maintenir un suivi précis et en temps réel de cibles maritimes rapides.
Après une identification positive et autorisation présidentielle, le drone a exécuté la frappe en s'approchant du hors-bord. Il a tiré un missile. Air-Sol AGM-114 Hellfire, une arme de haute précision capable de suivre et de frapper des cibles rapides et manœuvrantes avec une précision létale. Mais comment ce petit missile a-t-il pu suivre et atteindre le hors-bord avec succès? Examinons le suivi et le guidage du missile Hellfire. L'AGM-114 Hellfire est une arme de précision, guidée soit par laser semi-actif, soit par radar à ondes millimétriques. Cela signifie qu'il peut verrouiller et suivre avec précision des cibles, même celles se déplaçant rapidement sur l'eau, comme un hors-bord. Le drone MQ-9 Reaper utilise des capteurs avancés et des nacelles de ciblage pour suivre en continu le bateau, en transmettant des informations en temps réel au missile après son lancement. Les systèmes sophistiqués du drone calculent la vitesse, la direction et les manœuvres du bateau, permettant ainsi au système de guidage du missile de prédire sa position et d'ajuster sa trajectoire pour l'atteindre. La vitesse et la manœuvrabilité de la cible sont parfaitement adaptées. Les missiles Hellfire atteignent des vitesses supérieures à 225 km/h, 760 miles/h, dépassant largement la vitesse du bateau. Cela permet au missile de réduire rapidement la distance, d'effectuer des ajustements précis en vol pour frapper une cible mobile. Le système de guidage du missile est conçu pour compenser les manœuvres d'évitement en suivant les signaux laser ou radar réfléchis par le bateau. Il s'adapte en permanence aux changements de direction et de vitesse lors du verrouillage de la cible. Dans les derniers instants, le missile verrouille la signature thermique ou laser du bateau, augmentant considérablement la probabilité d'un impact précis et réussi, même si le bateau se déplace rapidement sur l'eau. L'association des capacités des drones et des missiles est essentielle. La capacité du MQ-9 Reaper à maintenir un suivi visuel et par capteur constant du bateau fournit au missile les mises à jour nécessaires en cours de course pour un ciblage de haute précision. Grâce à la puissante combinaison de la surveillance continue par drone, de l'incroyable vitesse du missile et de son guidage actif, frapper des cibles maritimes rapides comme le hors-bord vénézuélien, naviguant à près de 110 km